bonjour. Le thermomètre de la RDC, émission de débat sur l'actualité nationale, reçoit pour vous aujourd'hui Carl Loukoussa, analyste politique, Timothée Lenoir Ifika, analyste politique également, Jérémy Moula Ilunga, qui est aussi analyste politique, et enfin Mike Diana, porte-parole de l'ECT. Ces messieurs vont nous parler des éclaircissements sur ces trois thèmes: la création d'une commission mixte gouvernement-présidence pour améliorer les recettes, les retombées de la rencontre Pompeo-Félix Tshisekedi, et pour finir, la pression sur les magistrats en charge des dossiers sur les travaux de 100 jours. Le LCC réagit. Bonjour messieurs. Bonjour. Attends, je voyais moi de la femme, t'es un peu bateau. Bon, ok. Lors de sa rencontre lundi 2 mars à Washington, aux USA, avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, voilà, le président Félix Tshisekedi promet de créer une commission gouvernement-présidence pour améliorer les recettes. Monsieur Diana, un suivi rapproché de l'amélioration des recettes et l'exécution des finances publiques. Quels sont les garde-fous ou quelles sont les précautions mises en place afin que cette commission atteigne son but? Merci pour la question. Je crois que la nécessité de cette commission, c'est du fait que dans la chaîne de la dépense de la République, depuis la prise de fonction de Félix Tshisekedi, qu'à un certain moment, alors que le gouvernement tardait, la présidence a pris les choses en main, ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut harmoniser les vues. Vous comprenez que l'affaire de la situation du programme d'urgence du chef de l'État a fait couler beaucoup d'encre et salive. C'est parce que justement dans cette dynamique de la dépense, de la chaîne des dépenses publiques, il y a eu un peu beaucoup de disparités, et je crois que cette commission est une commission qui serait saluée dans la mesure où il faut faire la lumière sur non seulement le fonds déjà dégagé jusqu'à ce stade, mais également il ne faudra pas oublier qu'on est en programme avec le FMI. Il faut une certaine orthodoxie dans la gestion de la chose publique, ce qui fait que les institutions, d'ailleurs le ministre des Finances l'a déclaré, que en termes de dépenses, des charges qu'on appelle des charges contraignantes, ce qu'on dépense plus qu'on fait entrer dans la caisse de l'État, ce qui fait il faut trouver de voies et moyens comment concilier le point de vue, et puis pour permettre à ce qu'on réussisse ces programmes avec le FMI, mais après permettre à ce que ce gouvernement ait le moyen de sa politique, parce que jusqu'à là, je le dis, au-delà de la politisation de cette vie public, parce que le contexte économique est assez morose, il y a la question conjoncturelle qui est aussi au plus bas niveau. Ce n'est pas à cause de l'alliance comme certains l'auraient dit, c'est juste question dans le programme, dans le projet économique. La situation semble être assez compliquée, et j'espère qu'on pourra éviter de tomber dans des questions politiques sur cette commission-là, parce que c'est ça le plus grand problème aujourd'hui. Il y a une forme de centralité dans les questions politiques, où à chaque fois, même des questions d'ordre technique, on ramène dans des questions politiques, on remet des questions de clivage. Chacun va tirer la couverture de son côté. Ça, ce sont des questions d'ordre technique dont le bénéficiaire, c'est la population. Il faut faire lumière, parce qu'après, il ne faudra jamais oublier, il y a un principe sacro-saint de rédévabilité après avoir géré la chose publique. Cette commission a besoin de mettre ensemble ces deux, c'est-à-dire les deux ordres donnés en termes de budget. Je parle de la présidence, mais également le gouvernement après sa prise de fonction, remettre les choses ensemble, et puis pour projeter un avenir meilleur. Mais je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire, et sinon, si on tombe dans la politisation de cette commission, on n'ira nulle part. C'est très nécessaire et très important qu'on le fasse, et surtout laisser que cette commission s'occupe de questions techniques sans qu'il y ait aussi de l'influence des uns des autres. Voilà. Monsieur Lenoir, Tshisekedi promet beaucoup. C'est ça qui se dit dans les couloirs. Tshisekedi promet beaucoup, mais jusque-là, peu de réalisation. Comment vous réalisez cela? Bon, madame, merci pour la question. Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, il promet beaucoup, et il y a moins en termes de réalisation. Je dis non. Félix Tshisekedi a été élu chef de l'État. Je ne pense pas que c'était pour 100 jours. C'était pour tout un quinquennat, ça veut dire 5 ans. Et moi, je pense que nous, qui sommes des leaders d'opinion, nous sommes des politiques permanents à la télé, nous devions aider l'opinion, entre autres les souverains primaires, à comprendre comment fonctionne la politique. Donc aujourd'hui, moi, je me dis que je ne peux qu'au nom du nationalisme et patriotisme accompagner la posture du chef de l'État, et je me dis que Dieu est aidant de la manière dont évoluent les choses. Pour les 5 ans ou encore pour les 3 ans et demi qui restent, je reste confiant.
Je ne suis pas du séquediste et je ne suis pas du cash, mais du moins, je crois à la politique et surtout à la bonne volonté du chef de l'État d'accompagner la res publica. Donc, je ne fais pas du dialelo. Malheureusement, tout le monde interprétera les choses à sa manière, mais je pense que les chefs de l'État, on doit lui laisser assez de temps, surtout qu'il est dans les temps. Laissons-lui l'opportunité, animé des bonnes fois qu'il est. Je suis convaincu que dans les jours à venir, nous serons émerveillés par rapport à beaucoup en termes de réalisation et concrétisation. Voilà. Monsieur Carlo Koussa, Kristalina Georgieva enjoint le gouvernement à prendre des mesures audacieuses pour augmenter les recettes, améliorer la gouvernance et protéger les dépenses sociales. Mesures audacieuses, qu'entend-elle par là? Oui, mesures audacieuses dans le sens où, d'abord, il faudrait comprendre que notre pays sort de plusieurs années d'indécence économique et financière. Et tout ce que une organisation telle que le Fonds monétaire international peut proposer pour ce genre de redressement, c'est justement une politique d'austérité, par exemple. Et puis, il faudrait mettre de l'ordre dans la restructuration, par exemple, de l'appareil macroéconomique et voir comment, sur le plan de récupération des recettes publiques, voir comment y mettre aussi de l'ordre. Mais je parlerai ici plutôt en termes de fuite des capitaux. Monsieur Luzolo Bambi, en son temps, a fait mention de 15 milliards qui disparaissaient des fonds publics chaque année. C'est beaucoup d'argent qu'il faudrait récupérer, notamment par le truchement de nos régies financières qui doivent connaître un certain nombre de restructurations. Et donc, je pense que cet ordre va justement dans ce sens-là. Et selon vous, Monsieur Jérémy Moulard-Ilunga, quelles seraient ces mesures à prendre pour maximiser les recettes afin de réussir le test du FMI? Si on peut l'appeler comme ça, test. Test, je ne pense pas vraiment. Ce sont des directives, des recommandations. Vous savez que lorsque vous êtes en programme avec le Fonds monétaire international, il y a des conditions pour que vous puissiez accéder à des prêts ou à des dons de la part de cette institution financière. Et le FMI est comme un médecin sur le plan de la gestion économique d'un pays. Il vous donne des pistes de solutions pour mieux gérer l'économie de votre pays. Et surtout, si vous êtes en programme avec le FMI, la gestion est axée sur les ressources disponibles. Ça veut dire les ressources que vous avez dans la caisse de l'État. Je reviens à ce que venait de dire M. Karl Luzolo Bambi. Moi, je souhaiterais d'ailleurs qu'il fasse partie de la commission mixte. Parce que je ne sais pas s'il est toujours conseiller spécial ou l'ordonnance a été abrogée. Mais c'est quelqu'un qui, du haut de la tribune, a crié tout haut, pendant que personne n'a osé de le dire, qui avait à peu près... Et il faisait partie du système. Ce que nous devons savoir est qu'il faisait partie du système et qu'il avait dit qu'il y a 15 milliards de dollars qui se dissipent chaque année par les fiscs. Donc, ce que madame voudrait dire seulement, c'est bien de faire la lutte contre la corruption. Moi, je reviens toujours. Lorsqu'il y a une personne qui mobilise les recettes, tu ne peux pas lui priver de ce dont il a besoin. La rétrocession de ce qu'il fait comme recette. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les recettes, d'ailleurs, pendant la même période, je ne crois pas que les contribuables ont baissé ou n'ont pas augmenté ou quoi. Mais pourquoi pendant la même période, le fisc ne parvient pas à mobiliser le même montant, la même somme des recettes? C'est la question qu'on doit se poser. Soit il y a question, soit les animateurs des régies ne font plus leur travail, parce que lorsque tu es dans la tête d'une régie, c'est pour maximiser les fonds. Donc, chaque année, on doit avoir une courbe ascendante. Soit on n'est plus en mesure
Et vous savez qu'avec ce nouveau budget, il y a une forte pression fiscale sur la population. Oui. Une forte pression. Malgré cette forte pression, on n'arrive pas à mobiliser. C'était une manière de dire au président de la République de balayer, de nettoyer ces secteurs. De nettoyer. On a eu des séminaires et des séminaires sur le coulage des recettes. Mais apparemment, c'est comme si après séminaire, il y a un grand fossé qui se creuse. Un grand fossé. Volontaire alors? C'est peut-être volontaire. Bon, je ne sais pas, mais j'ai compris que même avec le salaire que chacun de nous a dans les régies, on se retrouve qu'il y a de ceux qui, lorsqu'ils passent, vous posez la question, est-ce un ministre ou... Mais vous voyez ce qu'il fait. Et pendant que ce qu'il mobilise ne peut pas lui permettre de rouler, d'avoir ce train de vie qu'il a. Le problème, c'est quoi? Créer une commission, c'est bien. Présidence, gouvernement, oui. Mais au moins, nous sommes dans un État moderne. Nous avons des outils modernes de gestion. Pourquoi ne pas formaliser la chaîne de recettes? Pourquoi ne pas formaliser la chaîne de recettes? Puisqu'il y a une chaîne de dépenses. Oui, c'était parmi aussi des promesses faites. On sait suivre. J'ai demandé à M. Timothée, on a l'impression qu'il y a trop de promesses, mais... Oui, mais on sait suivre une dépense. Contre la corruption, c'était aussi une promesse. Bon, on ira de commission à commission, sans oublier que les membres de cette commission-là bénéficieront de notre argent. Parce qu'ils seront payés. Ce n'est pas gratos qu'ils le font. Ils seront payés et ils seront payés par l'argent du contribuable congolais. Mais ils doivent nous produire un travail qui nous avance, nous fait avancer. Oui. Moi, j'ai une approche, pour ne pas te couper la parole avec la permission de madame. Moi, je pense que pour stabiliser nos régies financières, la première des choses à faire, moi, je pense qu'il faudra d'abord qu'il y ait une sorte de, comment dire, de remaniement par rapport à ce que nous attendons au niveau de quoi ça? Des entreprises étatiques. Des mandataires publics. Oui, mais il faut commencer par, s'il te plaît, il faut commencer par les mandataires publics. Quand vous allez... Moi, je suis quelqu'un de très pratique, de très pragmatique. Allons-y dans, moi, je cite le pragmatisme. Oui, allez un peu à chose, comment vous avez ça, la dégérade. Oui. Non, mais les gens vivent comme des princes. Même le prince de Monaco ne vit pas comme ça. Mais ils ont 3 mois d'arriéré sur leur rétrocession. Oui, ils ont 3 mois, t'en fais pas. Mais vous verrez, quelqu'un qui a 3 mois de rétrocession, quelqu'un qui a un salaire pratiquement de 3 000, 4 000 $, mais il te construit une maison à 300 000 $. C'est non-sens. Quand vous venez à l'OFIDA, DGDA, je ne sais pas OFIDA si c'est une histoire de famille ou quoi, on comprend rien. Les choses ne marchent pas, les choses n'évoluent pas. Moi, je pense qu'il faudra faciliter la tâche au chef de l'État. Il faut inciter la personne de la première institution chef de l'État à commencer d'abord par changer ses têtes. Non, mais c'est la politisation à outrance de ces régies qui nous amène dans ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Lorsque vous avez une inspection générale des finances, par exemple, qui devrait en principe répondre de toutes ces bavures-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut aller à l'inspection générale des finances et demander des rapports de consistance par rapport aux gestions que nous connaissons dans ces entreprises-là? Est-ce que vous aurez un rapport adéquat? Nous ne pensons pas. Donc c'est des réformes... Non, je voudrais vous dire qu'il y a des missions. Il y a des missions effectuées par l'inspection. Qui s'achèvent comment? Non, mais on peut te produire un rapport. L'inspection n'a pas un pouvoir contraignant. C'est ça le problème. Il te produit un rapport, mais que fais-tu de ce rapport-là? Je fais allusion ici à l'inspection générale de finances en amont, mais le travail de la justice doit suivre en aval. Donc je pense que la continuité, si vous voulez, l'achèvement de ce dossier, de ce genre d'enquête, doit commencer par une inspection qui a été justement mise sur pied pour faire ce travail-là. Mais on se demande si le travail en amont est fait, et en aval, on attend aussi, avec les restructurations au niveau de l'appareil judiciaire, on attend aussi en aval des résultats. Donc pour paraphraser ce que mon frère Timothée venait de dire, qu'il faudrait d'abord commencer pour une saine politique économique et financière dans notre pays. Il faudrait d'abord commencer par changer les têtes, notamment en commençant par les régies financières et même à cette inspection générale de finances, parce que nous avons besoin de cette fraîcheur-là pour voir un peu plus clair. Monsieur Diana, le partenariat FMI-RDC a commencé en octobre 2019 et va se clôturer fin 2020 pour la conclusion d'un accord formel triennal au second semestre de cette année. Quels résultats se profilent selon vous à l'horizon? Sommes-nous dans le bon? Bon, alors merci pour la question, mais permets-moi quand même de placer un mot dans cet échange qui était assez intéressant, où je presque manquais le mal. Mais en fait,
Il est vrai qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il faut changer le tête des entreprises publiques, mais je pense qu'il y a un travail plus important que ça. Parce que si vous changez des têtes avec les entreprises continuent à fonctionner dans le même système, il y a risque que celui qui vient, malgré toutes ses bonnes intentions, se compromette après. Oui, justement, parce qu'il y a toujours des ramifications. Celui qui est là, il a tout un circuit. On a parlé de l'inspection générale de finances. Je crois que la meilleure des choses, si on veut que cette institution produise un rapport, il faut le détacher de la présidence de la République. C'est ça le plus grand défaut. Dans la forme, dans le fonctionnement de cette institution, elle est trop rattachée à l'institution présidence de la République. Ce qui fait qu'il y a une nuance de politique qui parfois influe. Et je crois aussi, en ce qui concerne les entreprises de l'État, je pense en mon humble avis que, comme les autres dit, il faut politiser, mais du fait que ce sont des postes de carrière, expériences qui sont là depuis un certain moment, ça favoriserait en tout cas les ambitions, ça favoriserait les carrières. Mais pourquoi ne pas le faire aussi avec les entreprises, avec les entreprises publiques? Pourquoi nommer à la tête ceux qui sont externes au lieu de le problème, c'est ce que je dis. Oui. Il est vrai qu'on ne peut pas du coup passer à autre chose, mais on peut, je crois qu'en termes de quotas, dire s'il faut prendre dans les officines politiques parce que c'est un système qui existe depuis un certain moment, on ne pourra pas le déloger facilement, mais qu'il y ait un quota et que le reste des institutions assez techniques, des entreprises assez techniques comme la DGI et les autres, les régies financières, il faut mettre à la tête des gens qui ont une certaine expertise et non de gens qui répondent à des obligations politiques. C'est ça le plus grand problème en fait. Et ce qui fait qu'on a moins de résultats et à la fin, il y a du protectionnisme. Le fait qu'il vienne de tel parti politique, à la fin des comptes, j'ai l'impression qu'on ne sait pas le clouer à chaque fois que son rapport est compliqué. Je me rappelle ici, il y a une fois, je ne peux peut-être pas citer le nom, quelqu'un qui a géré une entreprise publique, mais à la fin des comptes, il est passé par une commission. On s'est rendu compte que le bilan était tellement catastrophique qu'on a décidé de taire l'affaire au nom de soutien de la plateforme du parti politique. C'est ça le plus grand problème en fait. Et je crois que c'est la meilleure des choses à faire. Mais parlons de la question du FMI. Je crois qu'on a de chances de pouvoir aller jusqu'au bout, dans la mesure où il est vrai que depuis un certain moment, je me rends compte que le chef de l'État a essayé de concilier des vues avec le ministre des Finances, qui est un acteur majeur dans ces processus-là, et qu'au niveau du budget, il est important également maintenant de pouvoir resserrer les choses. J'ai en tout cas, moi, beaucoup d'espoir sur cette question-là, mais le plus important, ce que je veux le rappeler ici, c'est éviter de faire deux choses en aval pour aller les contredire, et en amont, et aller le contredire en aval. Pourquoi ? Le plus grand problème maintenant dans cette question de pouvoir essayer un peu d'assainir l'administration publique, on a parlé de la question de la réforme, de la retraite, par exemple. Mais si vous vous rendez compte, aller à ces copés, on est en train de recruter aujourd'hui à un niveau... Je ne sais pas. Non, mais ça, c'est une bonne matière, il faut qu'on en parle. On recrute de tout et de rien. Mais la question, c'est que les gens qui... Mais quand est-ce qu'on recrute? Parce que ceux les demandeurs d'emploi, par exemple, qui ont leur carte de l'ONEM, ne savent même pas. Et pourtant, il y a les regroupements politiques. Et pourtant, il y a une circulaire du directeur de cabinet du président qui interdit les mouvements, qui n'a jamais été abrogé. Justement. Donc, s'ils le font, c'est... Non, mais je crois qu'ils le font de manière officielle. Jusque-là, ça s'est fait de manière officielle. Donc, le DIRCAP du président devrait prendre ses responsabilités la DGRAD aussi avait lancé... Non, c'était la DGDA. La DGDA plutôt avait lancé... C'est différent de la DGRAD parce que là, je vois des gens, mais malheureusement, cet appel est parti. C'est-à-dire a été lancé dans les officines politiques, où chaque parti envoie ces gens et puis voilà. Les gens sont étonnés le matin de voir des nouveaux arrivants dans les bureaux. C'est pas mauvais d'aller chercher la main-d'œuvre ailleurs. De non payés. Mais le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une certaine limite et un certain recadrage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, de l'autre côté, on cherche à dégraisser parce que cet effectif assez colossal au niveau de l'administration publique. De l'autre côté, on continue à faire entrer. Je ne vous parle pas du stade de martyr où aujourd'hui c'est la jungle. Où déjà on demande aux agents qui seront payés après 3 mois. Je me demande par quel mécanisme. Ou selon l'organigramme, il y a une taupe à quelqu'un qui vient là, qui n'est pas dans l'organigramme, mais qui va chercher de l'argent. Vous vous rendez compte que c'est compliqué en fait. Ce qui veut dire qu'il y a un travail qui est fait en amont.
mais en aval, on on reste encore dans nos faiblesses d'autrefois. Et je pense que si on continue comme ça, ce sont des choses qui peuvent ternir les efforts consentis. C'est pourquoi je me dis, moi je suis totalement d'accord avec cette commission, mais au-delà de simples questions des lignes budgétaires, il y a également nécessité qu'il y ait une commission de suivi pour cette question de l'administration publique. Il faut assainir, il faut arranger ces secteurs-là. Mais les personnes ne veulent pas à la retraite, ou est-ce que vous le savez? Non, mais on part pas à la retraite. Il y a une loi. Il y a une loi qui gère. Aujourd'hui, la loi permet à ce qu'on aille en retraite à la retraite à 65 ans. Oui, mais à 65 ans. À 65 ans, pour la plupart de nous sommes congolais. Il a encore des enfants qui sont à l'école secondaire et autres. Primaire même. Et quand est-ce qu'il faut s'arrêter d'engager? À 50 ans? Non, mais le problème n'est pas dans l'engagement. Le problème, c'est que c'est l'administration publique, chacun selon la possibilité, va vivre sa carrière. Au-delà de cette question, moi je parle simplement de la question de la retraite. Il y a eu un projet avec PRAP ici, où on a commencé à mécaniser et que l'appareil politique a essayé de bloquer. C'est ça le plus grand problème. Et parce qu'on a bouffé tout l'argent de PRAP. Il est important qu'on ne fasse pas, on fait une chose ici, on va faire le contraire ailleurs. Je crois que le côté budgétaire, le FMI, Célia Lagouli et l'ensemble de l'équipe sont sur de bonnes voies et j'espère que ça pourra aboutir. Ça se profile bon à l'horizon. Hein. Exactement. Monsieur Lenoir, je reviens avec vous avec cette question que j'ai posée d'une autre manière, mais je la repose encore autrement. Voilà. C'est ceux qui suivent cette émission qui demandent que je vous la pose pour vous dire qu'on a l'impression que le président de la République, lorsqu'il prend son avion et qu'il est devant d'autres homologues ou d'autres personnalités avec lesquelles il est en partenariat, il a tendance à improviser. Comme par exemple dire qu'à son retour à Kinshasa, il va créer cette commission mixte gouvernement. Est-ce que ça a été discuté ici à Kinshasa? Ou bien c'est sorti comme ça? Bon, écoutez, je vais vous faciliter la tâche. Normalement, il y a des principes pour les chefs de l'État par rapport à n'importe quel événement, manifestation. Tout doit, comment dire, au préalable. Pardon, excusez-moi, au préalable, tout doit être préparé. Je suis parmi les personnes, j'ai connu beaucoup de problèmes parce que je me suis toujours plaint, étant un expert en communication politique, pour dire que la com, la cellule de communication au niveau de la présidence de la République, c'est un fiasco. On ne sait plus en parler, ça risque d'être de l'acharnement. Hein. Non, le noir, il est écrit, le noir, il est à la recherche d'un emploi. Heureusement pour moi, je ne suis pas quémandeur d'emploi. Je n'ai pas des millions, mais non plus je n'ai pas faim, donc je me maintiens. Seulement, nous sommes là pour accompagner la République. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'est pas chef de l'État de l'UDPS. Il est chef de l'État du souverain primaire congolais, qui est notre très cher pays, la République démocratique du Congo. Je suis désolé. Je me dis dans mon attendement état politique, avec ces 17 ans d'expérience que j'ai en politique, les chefs de l'État pour effectuer de telles missions, a-t-il le temps de bien parler avec son collège diplomatique, avec son collège stratégique? Parce qu'en politique, la priorité des priorités, c'est la stratégie, avec son collège des com, qui évidemment est supervisé par le directeur des cabinets, Vital Kamerhe, qui est mon partenaire. Mais n'oubliez pas que celui qui engage les cabinets par rapport au bon fonctionnement de l'administration publique, c'est le directeur des cabinets. Mais, qu'à cela ne tienne, le directeur des cabinets dépend des ordres directs de son chef. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et très souvent, quand les chefs de l'État voyagent, bizarrement, les directeurs des cabinets ne savent pas partir parce qu'il y a des urgences, il y a des priorités. Le chef ne peut pas partir, évidemment, accompagné de son directeur des cabinets. Pardon. Et il y a au moins 4 dirkaba au niveau de la présidence. Moi, j'ai constaté, étant analyste politique d'abord simple, qu'à chaque fois que le chef d'État il est en dehors du pays, il fait beaucoup trop de promesses. Et ça craint. Et ça dérange. A-t-il consulté son dirkab? A-t-il consulté son... Peut-être qu'il improvise. Non, improvisant en politique, étant chef d'État, garant des institutions, il est dans les droits. Mais ces improvisations-là doivent toujours être bien recadrées et bien gérées. Mais en réalité, la personne du chef de l'État est toujours précédée et accompagnée d'une com. Que fait la série de communication au sein de la présidence de la République? Parce que là, maintenant, les gens me disent, non, mais toi, tu as les Kamerhe, mais quand tu parles de la com, vous avez, je ne sais pas, M. Lwakabanga, vous avez Madame, je ne sais pas, Omeonga, UNC. La question n'est pas UNC. Quand on se retrouve dans la grande marmite qui est la présidence de la République, tout le monde travaille au nom de la République. On ne travaille pas pour l'UNC, on ne travaille pas non plus pour l'UDPS. Mais qu'est-ce qui se passe? Les chefs n'est toujours pas bien entourés en termes de communication. Faudra, comment dire, condamner les directeurs des cabinets? Je ne pense pas.
Je pense que tout le monde au sein de la présidence, c'est une grosse machine, une grande machine. Tout le monde a sa part de responsabilité. Et plus particulièrement la communication. Et puis il est aussi temps, devant caméra, j'ai saisi l'opportunité, m'adresser au chef de l'État avec tous les respects. Je m'incline pour dire que la cellule de communication, c'est de la présidence, on doit la changer. Ça crée au chef trop de problèmes, la communication, au sein de la présidence de la République. Il y a des gens qui sont sapés comme jamais, qui n'arrivent pas à bien transmettre les messages, qui n'arrivent pas bien à dégager la vision du chef de l'État, parce qu'il faudra dire que le chef de l'État est animé de bonne foi, d'accompagner cette République qui est foutue pendant 18 ans, ce qui n'est pas facile. D'ailleurs, si j'étais lui, j'aurais fouiné au passé. Mais il est resté rationnel, il n'a pas voulu fouiner au passé. Parce que ce passé ne voulant pas les fouiner, ça rattrape sa politique, ça coince sa démarche, ça coince son devenir politique. Et là, vraiment, le chef de l'État se retrouve entre les marteaux et l'enclume. Il est du devoir, entre autres, du collège stratégique sécurité, bref, mais plus c'est du collège communication. Je vois, il y a des experts qui ont travaillé, comment vous appelez ça? Quoi ça? Radio France. Oui. Non. Le contexte du pouvoir de Félix Tshisekedi et du chef de l'État n'a pas besoin de quelqu'un qui a fait 10 ans à TV5, qui a fait 20 ans en France 24. Le chef de l'État a besoin de se faire entourer des gens qui sont politiques et stratégiques. C'est différent du journalisme. Tu vois, donc c'est lui qui fait la communication politique. Tous on se met d'accord. Ça veut dire que la communication... Elle est plus tablée sur la stratégie politique. Non, mais tu vas loin, car non seulement la stratégie, mais elle est plus tablée même... donc, ça veut dire que la com du chef de l'État doit être machiavélique. Il faut embellir les chefs, il faut maquiller les chefs. Ça fait partie de la stratégie. Ça fait partie de la stratégie. Et puis il faut savoir aussi, on va dire, en amont déjà, voir ce qui va se passer. Comme vous dites, c'est la Exactement. stratégie. Vous savez, ça va, Diane. Sur cette question-là, cette communication déjà jouait de tour au chef de l'État. Il me souviendrait qu'encore à l'extérieur, le chef de l'État a promis de mettre en place une structure d'amélioration du climat des affaires. Il a même oublié que l'ANAPI existait déjà. Exact. Et même dans ce cadre-ci, il y a déjà des structures. Il y a des structures. Il y a des commissions. Il y a des commissions côté qui travaillent depuis tout. Économique et sociale et on n'a tout pas ça. pris le temps de faire ça. Et c'est de l'argent qui va encore sortir du trésor encore public. de ce problème. Je crois que cette thèse-là commence à tenir, dans la mesure où, même sur des questions politiques importantes, le chef de l'État n'est pas bien entouré. Je me rappelle de cette question sur sa déclaration sur le soutien de la politique de Trump en ce qui concerne l'Israël. Est-ce que vous vous souviendrez que l'Union africaine, même l'Union européenne, aucun État ne s'est permis d'abonder dans ces sens-là. Je dis bien aucun État, même l'Union européenne, où il y a de puissance mondiale, se sont permis de s'abstenir de ce politique. Là, ils se sont abstenus. Mais malheureusement, d'autres chefs de l'État va haut et fort déclarer que non soutenir. Alors que l'année prochaine, il s'est sera rendu président compte, évidemment, lui-même s'est rendu compte de ce qu'il faisait. Le chef d'État voulu se rattraper en disant, je cite, vous savez que notre ambassade est à Jérusalem, on ne va pas le changer parce que ça restera comme ça, mais on créera une représentation au niveau de Tel Aviv. Ça veut dire que le chef s'est rendu compte qu'il voulait recadrer le tir. Oui, et ça, c'est de la responsabilité de son collège. La politique internationale évolue différemment. Et collège diplomatique et en communication. À maîtriser les enjeux internationaux et éviter au chef ces genres de déclarations. Peut-être que c'est le chef aussi. Non, tu vas loin. Normalement, excusez les amis, normalement par respect des principes, on était enfant, on a vécu ça chez les maréchals Mobutu. Quand les chefs de l'État doivent se déplacer, surtout dans des villes, aller dans des grandes nations, vous avez l'Allemagne, la France et les États-Unis, ça ne se fait pas pendant au moins 2-3 mois. Il y a déjà une équipe d'avance. 6 mois peut-être aussi. Peut-être même 6 mois. On a vu ça à l'époque de Mobutu. Parce que pour bien faire la politique aujourd'hui, il faut être un archiviste. Il faut être un documentaliste. Mobutu pourrait être reçu par Junior Bush. Ça veut dire qu'il y avait déjà une équipe qui a déjà précédé pendant 6 mois. Ils ont travaillé avec la CIA, la DEA, la Suisse. Ils ont préparé le discours, ils ont préparé l'arrivée du chef de l'État. Tout doit se préparer le discours. Il ne peut pas improviser, c'est impossible. J'aimerais déjà le dire, à moins qu'on ne nous prenne pas au sérieux. Si nous sommes un État sérieux et avec une voix qui porte au niveau international, ça veut dire déjà on s'est mis à dos le pays de la Ligue arabe. Oui. Et ça c'est très dangereux. Et ça c'est très dangereux. C'est plus que dangereux. Ce qui veut dire que je crois qu'il est important que les gens qui sont autour du chef de l'État mettent du sérieux dans leur travail. Et je pense aussi vraiment ici réagir à chaud. Je suis vraiment désolé de te couper la parole, chère Diana, mais j'aimerais ici aussi faire le contrepoids par rapport à ce que vous dites là. Moi je pense qu'en politique, on se fait des alliances. Les alliances en politique sont inéluctables. On doit
on doit absolument se positionner par rapport à cette question israélo-arabe. On est obligé de se positionner parce que dans le cadre de la revision de la politique nationale interne, le président de la République avait aussi d'une certaine manière, du haut de l'IPAC, l'obligation de donner sa posture politique par rapport à sa vision politique. C'est cela qui attire de l'investissement. Parce que moi je pense sincèrement que s'il faut aller pour une réussite politique quelque part, on a besoin de se faire des amis. Et ces amis-là, on ne les a pas que du côté arabe. Le chef de l'État a pris la responsabilité de garant de l'unité nationale et du bien-être de ce peuple. Il est allé en courageux pour prendre cette décision et dire du haut de ce... Et c'est un grand lobbying international qui peut apporter beaucoup de changements politiques, économiques et financiers dans notre pays. Donc moi je pense que la position du chef de l'État, bien que beaucoup puissent le dire, irresponsable, certains l'ont qualifié même, mais moi j'estime que responsable, c'est très fort. Non, pas sur ce plateau. Pas sur ce plateau. Pas sur ce plateau. Pas sur ce plateau. Mais on a lu des gens. Moi j'ai vu, on a même parlé de léchage. On est totalement pas d'accord avec cela. Le chef de l'État est le garant de l'unité nationale, du bon fonctionnement des institutions. Je pense que du haut de ce sommet, préparation il y a eu ou pas, mais moi j'estime que le président de la République s'est assumé par rapport à sa position. En fait, merci, je crois que c'est un point de vue que je respecte. Mais regardez, la République démocratique du Congo, au-delà de cette question de positionnement sur le plan géopolitique, sur le plan international, on est membre de l'Union africaine. On a d'autres commissions au niveau sous-régional. Je parle du CEAC par exemple, qui est une structure purement économique, s'il faut le dire. Le CEAC ne s'est pas prononcé sur cette question-là. Est-ce que, en termes de relations diplomatiques, c'était opportun de faire cette déclaration dans cet instant-là? Je ne pense pas, parce que cette position n'est pas la position partagée au niveau de l'Union africaine. Et c'est ça le plus grand problème. Je comprends. Et il en sera président en 2021. Il en sera président, oui, mais en attendant, même quand on est président, c'est-à-dire la commission existe et ce sont des questions d'ordre de haute importance qui se discutent en interne. C'est vrai, le chef de l'État s'est assumé. Ça, c'est une vérité de fait. Le qualifier d'irresponsable, c'est maladroit. En fait, en tant que chef de l'État, il assume. C'est outrageant, c'est pas seulement outrageant. Mais seulement là où on regarde un peu la situation économique de la République démocratique du Congo. Je vais faire un petit rappel. L'économie congolaise est essentiellement centrée sur le secteur minier. Dans le secteur minier, en dehors de la Chine, qui est un acteur majeur, aujourd'hui affaibli par le coronavirus, c'est-à-dire le pays comme le Qatar, le pays comme l'Arabie Saoudite, Dubaï, oui. le pays comme, j'ajoute, l'Inde n'est pas de cette commission, mais c'est également un partenaire de taille sur ces secteurs-là. Les autres États qui peuvent apporter quelque chose dans ces secteurs, qui peuvent pallier le vide de la Chine, ce sont des gens qui se sont positionnés contre cette politique-là. En quelque sorte, je crois qu'au-delà des intérêts, au-delà de se faire des amis sur le plan politique avec les États-Unis d'Amérique, le chef de l'État n'était pas obligé de le faire. C'était pas une obligation. Attendez. Permettez-moi de finir. Le chef de l'État a des indicateurs. Il va conclure. Permettez-moi de finir. Il est vrai que c'est là où je dis, le chef d'État a peut-être des indicateurs. On n'en dit ce qu'on ne vient pas. Mais quand je regarde simplement la cartographie économique, parce que j'ai entendu parler que non, c'est question d'intérêt, et puis voilà, il faut se positionner. Oui, mais prenons simplement les enjeux économiques. Je ne pense pas que ces discours-là jouent en notre faveur. Je reste sur le plan économique. Maintenant, si on veut aller sur le plan diplomatique, il est important d'avoir les États-Unis comme alliés. Ça, c'est une certitude, on le connaît. Et je sais aussi que déjà dans cette opération, il y a une opération séduction du côté du chef de l'État, mais également du côté de Donald Trump. Parce que je me rappelle une fois, il y a un chef de l'État qui s'est permis de divulguer ces échanges où Donald Trump a cité plusieurs fois le nom de Félix Tshisekedi. Ça veut dire qu'il y a déjà un courant qui passe entre les deux hommes. Seulement, j'aimerais que dans cet élan-là de consolidation de relations, il est important de prendre un peu plus de temps et de juger les différents paramètres. Au-delà des questions économiques, au-delà des questions diplomatiques, je pense que à mon humble avis, et à mon humble avis, je pense que c'était peut-être pas encore le moment, ou si on devrait le faire, on devrait attendre nous mettre d'accord avec nos pairs africains qui jusqu'à aujourd'hui se sont permis, parce que, je le répète, justement à cause des enjeux économiques. L'Union africaine a plusieurs fois élu la question. Je me rappelle, l'actuel président, lors du sommet France-Afrique, il a éludé la question.
Ça veut dire que c'est pas une question, c'est une question de souveraineté. Oui, l'État congolais est libre de soutenir n'importe quelle politique, mais en tant que Congolais, en tant qu'analyste, j'estime que ces discours-là, on pouvait attendre un tout petit peu, ou s'il faut le faire, j'ai préféré qu'on le fasse en concertation avec nos pairs africains. Ça aurait été, à mon humble avis, un peu plus souhaitable. Mais madame, j'aimerais juste conclure par rapport à ce sujet-là. Je pense que la RDC Congo doit être prise au sérieux. Nous sommes, par rapport à notre posture géostratégique en Afrique, nous pensons que l'aspect sécuritaire vaut plus d'importance aujourd'hui que l'économie, parce qu'il n'y aura aucune économie ni développement économique dans notre pays sans l'aspect sécuritaire. Et le président table sur Israël et États-Unis, justement, en grande partie, je dirais 75%, pour d'abord renforcer la sécurité ici en RDC, et spécialement dans sa partie Est. Et nous pensons que les deux nations, sur le plan sécuritaire, peuvent apporter grand-chose dans l'amélioration. Ils ont ce qu'il faut pour nous aider à renforcer, parce que le Rwanda aujourd'hui a mis la RDC à genoux, parce que le Rwanda a parlé ce langage qu'a parlé Tshisekedi, le président de la République, la semaine passée. Donc nous pensons qu'en analyste aussi, nous avons intérêt à redresser d'abord notre situation sécuritaire, à l'est notamment de notre pays, pour commencer à conjuguer économie. Et nous pensons que dans le cadre de la zone de libre-échange qui pointe à l'horizon d'ici 2050, nous pensons que la RDC jouera un rôle prépondérant dans le cadre du relancement économique de toute l'Afrique. Et sans la sécurité, notre pays sera incapable de donner ce dont il a besoin pour son développement. Ouais, moi, je dirais que si l'on dit que le discours était une improvisation où il y a des choses qu'on maîtrise, je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux parce que à suivre ce discours-là, je vois bien que c'est un discours qui a été préparé. Les mots ont été précis, les termes justes, les mots bien choisis pour un public, un auditoire connu. Il savait de quel type de personnes qui étaient dans son équipe. Il sait des personnes qu'il a ciblées. Et on a vu la réaction de l'audience. Et puis, après 2-3 minutes, il y avait des acclamations. Ça veut dire quoi? Le président est allé dans une opération séduction. Il est allé pour ramener. Vous savez que on peut bien se le dire que Israël, c'est une grande puissance. C'est une grande puissance. Et vous savez que les Juifs se retrouvent dans toutes les économies du monde, quelles que soient les nationalités, mais ils se reconnaissent en Israël. Ils se reconnaissent dans ça. Déjà, il sait que si il séduit les Juifs, quels que soient les pays dans lesquels il vit, c'est une victoire. Parce que le Juif, nous le savons bien qu'il a... mon frère Maïka parlait du plan économique et des ressources minières. Mais qui ne sait pas que les Juifs sont les premiers détenteurs des ressources minières plutôt. Et ils fixent le prix. Ce sont eux qui jouent avec la bourse. Sur le plan minier, nous le savons tous. C'est dans ce cadre-là. On s'est rendu compte, vous savez, l'Union africaine nous a joué de tours. Hein. L'Union africaine, qu'on se le dise, lorsque Kagame était président, ils ont contesté même les résultats. On a voulu envoyer une équipe. L'Union européenne, on sait de quoi elle est formée. Hein. Nous savons tous comment sont nos présidents africains. Avec un financement à 75% des États-Unis, de l'Union européenne. Donc, nous savons de quoi les Africains vivent. Les Africains, d'ailleurs, le point de vue... Vaut mieux se brouiller avec nos pères. En fait, pas se brouiller. Ça veut dire nos pères, ils sont gérables. Nos pères, parce on peut bien les gérer. On peut bien les gérer. Être conséquent, mais pas se brouiller. Ça veut dire quoi? Je donne ma voix. Je fais part à ce que je pense. Pendant que vous jouez aux hypocrites. Ça, c'est ça aussi. L'Union africaine joue à l'hypocrisie. Ils ont tous une position, mais ils ne veulent pas le dire. Disons que peut-être... Il a dit tout haut ce que les autres disent tout bas. Lui, il a dit tout haut ce que les autres disent tout bas, parce qu'il a eu à rencontrer ses pairs. C'est une bonne posture dans ces contextes diplomatiques. C'est là où je dis. Non, il a fait ça le droit de s'assumer. C'est ce qui fait de lui un nous devons savoir ceci, que le président de la République, c'est lui le concepteur de sa politique
extérieur. Il agit en tant que tel. C'est-à-dire, il pense, il dit, pour ma politique, je voudrais m'associer à X ou Y État. C'est lui qui engage le pays sur le plan diplomatique. Je ne voudrais pas vous rappeler que c'est auprès de lui qu'on accrédite les diplomates. Et c'est lui aussi qui accrédite. Donc ça veut dire, il est le patron de la diplomatie. Il sait de quoi il parle. Et je ne pense pas que ce discours-là, il l'a tenu à la veille. Non, ça ne peut pas arriver même quand on n'est pas sérieux, aller faire de l'improvisation devant une télé. Non, il n'a pas improvisé. Donc, il a des cibles, il a un but, il a un objectif qu'il veut atteindre. On sait de quoi est composée l'Union africaine, vous savez, mes chers amis. C'est pas la peine de descendre l'Union africaine. Hein? Non, en tout cas, je ne descends pas. Je ne descends pas, je sais de quoi. Dans cette hypocrisie-là dont on parle, j'aimerais. Vous savez, le problème, c'est que aller à l'encontre à l'opération séduction, je n'en suis pas contre. Moi, je m'interroge sur l'opportunité parce que si l'aspect sécuritaire a primé dans cet élan de politique, j'aimerais déjà dire que, déjà cette question de l'Est, les Nations Unies ne sont pas innocents sur cette question-là. C'est-à-dire... Mais ça, c'est un autre débat. Hein. C'est un autre débat. Justement, j'ai essayé de réfléchir sur tout le paramètre. C'est-à-dire les États-Unis ne sont pas innocents sur cette question de l'Est. Deuxièmement, l'aspect sécuritaire. Pour un Donald Trump, déjà depuis sa campagne, a prêché pour le protectionnisme, l'Amérique d'abord, qui n'est pas, je dirais, on croit à l'interventionnisme des États-Unis en dehors. Je me demande la question, sur cette question sécuritaire, quel est le moyen qu'il peut utiliser si ce n'est passé par les résolutions des Nations Unies pour pouvoir renforcer ou encore aider la RDC à régler des problèmes sécuritaires. J'ai réfléchi sur tous ces paramètres, je me suis dit, les États-Unis, en quelque sorte, quand on parle d'hypocrisie, ils font leur politique. Ils font leur politique. Mais alors, est-ce que moi j'ai une lecture par rapport... Je permets de finir pour laisser la parole à Timothée. Est-ce que dans cette politique où les États-Unis, qui réfléchissent aussi sa politique extérieure, on s'est mis en odeur de sainteté. Est-ce qu'on a étudié les paramètres et voir les choses à ces stades-là pour que nous ne fassions pas une politique de suivisme? C'est là où je crains un tout petit peu. J'aimerais que ça soit délibéré. Ok, mais si c'est pour une position séduction choc et qu'on suit une politique extérieure qui, dans le paramètre, sont réfléchis en termes américains, on risque d'en payer le frais. C'est là où moi je me suis dit. C'est une question. C'est toutes les questions. C'est là où je suis. Pour ce sujet, en fait, je comprends la crainte de Mike. Oui, Mike il réfléchit beaucoup, ça c'est bien. Et quand il soulève, comment dire, tous ces points-là, c'est quand même des points très stimulants, afin de nous réveiller par rapport à d'autres contextes aussi. Mais je pense que Félix Tshisekedi, dans la situation, par rapport à l'opportunité, moi je me dis, il a bien joué sa carte. Surtout que c'est une opération de séduction. Il fallait taper fort. Et moi, je demanderai au chef de l'État, parce que moi, personnellement, étant politique, j'ai toujours été d'accord avec la politique extérieure. Et quand je parle de la politique extérieure, je parle plus précisément de la communauté internationale, États-Unis, France, Belgique, Allemagne. On ne peut pas s'en passer. De toute façon, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi va faire des beaux yeux à l'Union africaine. Il est vice-président. Dieu voulant, l'année prochaine, il sera président. Ça ne veut rien dire. Les gens qui dirigent aujourd'hui, comment on appelle ça, l'Union africaine, ne jouent pas frangé vis-à-vis de la RDC. Ils ne jouent pas frangé. Je ne vais pas mâcher les mots. Mais nous n'avons pas le choix. Pourquoi d'autres nations se sont illustrées, on va dire? Non, le problème, c'est qu'on ne peut pas suivre notre nation. Ils ne disent rien. Madame, nous, on a notre caricature, nous, on a notre manière de voir les choses. Aujourd'hui, un tout petit pays comme le Rwanda, l'Ouganda et ce que vous appelez Burundi se donne la peine de nous piétiner, de nous écraser. C'est à nous la faute. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a été faible. Notre leadership était faible. Et quand Mobutu est parti, les terrains restaient vides. Kagame a voulu faire les beaux gosses. Et aujourd'hui, il contrôle pratiquement tout. J'aime l'état d'esprit de Félix Tshisekedi. C'est vrai qu'il y a la diplomatie, on fait des beaux petits sourires, mais dans les cœurs, tout le monde joue son jeu. Et moi, je me dis qu'il joue bien sa carte. Félix Tshisekedi doit, et ça c'est une obligation, nous lui imposons. Il n'a pas le choix. Le chef de l'État doit être collé serré avec les pays de l'Éternel, Israël et les États-Unis. Malgré les États-Unis sont ceux qui sont, mais ce qui a constitué la force du Rwanda, c'est les États-Unis. C'est que nous tous, nous allons danser dans la même danse. Et il faut récupérer cette carte. Comment dire, dans les mêmes pas, en faire aussi de redorer l'image de notre récupérer la carte que Mobutu possédait. Voilà.
récupère, parce que c'est Kagame qui détient cette carte, il faudrait prochainement dans ce genre de débats scientifiques, il faut nous amener quelqu'un de l'IDPS ici pour venir défendre sa coloration. Même du coup, le chef de l'État, étant président de la République, par rapport à son attendement, son approche, maîtrisant les indicateurs que vous et moi, nous ne maîtrisons pas, je suis content de lui d'avoir fait des beaux yeux aux Américains et surtout aux Juifs. Pour votre information, même notre économie ici en République, même notre économie en République démocratique du Congo, ne voyez pas les Indiens que vous voyez les Libanais. Il y a des grands patrons, il y a des grands messieurs d'origine juive qui gèrent notre économie et qui sont calmes. Si aujourd'hui le chef d'État doit les revaloriser, doit s'attacher à ces gens-là, je crois que notre économie va booster. Parce que si on doit rester dans les facteurs libanais et indiens, on sera toujours piétiné avec le Rwanda, l'Ouganda, les Blackner et consorts. Et madame, j'aimerais juste finir avec ce sujet. Lorsque, par exemple, nous parlons de la vision du chef de l'État qui doit être absolument implémentée pour sa réussite économique, je pense, regardez dans la Constitution, par exemple, vous avez l'article 213 dans sa partie A, l'article 69 dans sa partie B, qui donne les prérogatives de la vision politique internationale au chef de l'État. À lui seul. Donc personne n'a le droit de s'ingérer dans les dires ou les déclarations politiques internationales du chef de l'État. Il sait ce qu'il fait, j'en suis confiant, et nous allons vers l'accomplissement de cette vision. Alors, le président de la République, on repart toujours de lui, a été reçu au département d'État américain le lendemain où il était avec Mme Georgieva, et c'était avec Michael Richard Pompeo, secrétaire d'État. Alors, le partenariat stratégique sur la paix, la sécurité et la prospérité conclu entre les deux pays était le dossier autour duquel ils ont échangé. Monsieur Jérémy, lutte contre la corruption, impunité, traite des personnes, une recommandation qui sont de plus en plus comme un glas, disent certains. Sécurité au Congo, priorité congolaise ou américaine? Sécurité au Congo, priorité internationale. Je ne dirais pas américaine, parce que vous savez que la RDC a 9 pays voisins. Nous sommes une plaque tournante pour l'économie mondiale. Vous savez, je reviens, je dirais ceci. Ce que j'aime le président Tshisekedi, il dit tout ce qu'il pense. Et il ne le dit pas avec passion, il dit sans état d'âme. Il le te dit en réfléchit. C'est pourquoi moi je dirais le lion dans la poitrine duquel bat un cœur d'une souris aura toujours peur devant un chat. Tu peux le voir. C'est le système qu'on avait avant. Il y avait des gens qui nous faisaient croire qu'ils sont grands. Au fait, ils avaient toujours peur de dire ce qu'eux pensent. Ils changeaient des discours à tout moment. Mais ce que je constate dans le chef du président de la République, il est resté constant et cohérent dans ce dire par rapport à la sécurité. C'est une question premièrement internationale et segundo congolaise. Pourquoi? Parce que ce sont des Congolais qui en pâtissent. Mais vous savez que cette question d'insécurité n'est pas seulement préjudiciable aux Congolais, même aux pays voisins. Je vais vous dire aujourd'hui, est-ce que vous savez que si cette instabilité continue, le gouvernement rwandais aura des difficultés? Parce que si ce climat continue, mais la RDC peut favoriser une rébellion contre le Rwanda, contre l'Ouganda. C'est pourquoi cette affaire doit être vraiment prise au sérieux. C'est pourquoi je dis c'est question de sécurité internationale d'abord. Oui, mais lorsque là vous parlez plus, on va dire oui, c'est vrai de la sécurité à l'Est, mais lorsque les États-Unis d'Amérique martèlent souvent sur la lutte contre la corruption. C'est comme si c'était, on va dire, une certaine barrière entre... la corruption, nous savons tous que où il y a la corruption, rien ne marche. La corruption, c'est l'ego qui prime. Est-ce que cette corruption-là, on va dire, c'est le monopole des Congolais? Aux États-Unis, on n'en parle pas. C'est vrai que c'est pas criant, c'est parce qu'on n'en parle pas, mais la nôtre, elle est devenue, on va dire, comme... Vous savez, si on prend la balance, où il y a plus de corruption, il y a moins de développement et moins de progrès. Certes, la corruption est un terme français qui nous est venu d'ailleurs. Ça veut dire que d'où est produit ces termes-là, il existe. Mais chez nous aussi en Lingala, il y a l'expression kanyaka qui veut dire corruption. Ça veut dire nous aussi dans notre culture, il y en a. Et ce que nous ne pouvons pas... Mais mon frère Timothée venait de le dire. Vous voyez
une personne qui gagne 135 000 francs construire une maison en 6 mois de 4 niveaux, tu penses que réellement il gagne cet argent? Non, mais la corruption, c'est un vice. C'est un vice que tout être honnête, tout être normal doit dénoncer. Moi, je suis dans... Et ce vice-là, il faudrait que tout le temps les États-Unis martèlent dessus. Oui, il faut qu'on nous le rappelle à tout moment. Mais n'eût été des cris contre la corruption. Oui. Les travaux de viaduc qui sont en train d'être effectués. Oui. Mais on serait jusqu'aujourd'hui sans même une brique dessus. Hein. Mais si ça évolue, c'est parce qu'on a crié dessus. On a dit qu'il y a eu corruption et qu'il y a eu des arrestations. Ne pensez-vous pas que nous sommes comme sous stress? Sous stress? Le gouvernement congolais, comme s'il était sous stress des États-Unis d'Amérique, et c'est la raison même pour laquelle M. Jaime vient de le dire, il y a tout le temps ces interpellations. C'est comme nous devons faire figure de bon enfant, donner des rapports afin que les États-Unis de l'autre côté mettent une note sur le papier. Oui, mais bon, moi j'aimerais pas revenir sur l'attitude condescendante des États-Unis sur la RDC. C'est diplomatiquement depuis la nuit des temps. Je pense que c'est un fait qu'on doit accepter. Bon. Subir peut-être même. Subir, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on est en train de subir. C'est une conséquence de ce... C'est une conséquence de l'histoire, voilà. Et aujourd'hui, je crois que quand on a parlé de la question sécurité, priorité congolaise ou internationale, je ne suis pas d'accord avec mon cher Jérémy. C'est d'abord une priorité congolaise parce que il ne faudra pas oublier que dans le rapport étatique, cette question-là de l'autre, c'est souci de notre problème. La RDC peut apporter la rébellion, oui, mais cette rébellion a longtemps écumé la partie Est de la RDC. Pendant ce temps, le Rwanda continue à se développer. Et je pense d'ailleurs que... Les générations sont en train d'être Je vous donne un exemple. Quand vous allez le Suisse, généralement, une frange qui ont joui de la campagne contre le minerai de sang de la RDC ont décidé de refuser d'acheter le iPhone. Mais dans cette même ville-là, les gens qui en raffolent, ce sont les Congolais. Jusqu'à ce qu'un vendeur rappelle. Il dit, mais généralement, je comprends que les Congolais, c'est vous qui venez chercher les derniers cris iPhone. Ici, les gens ne l'achètent pas parce qu'après une sensibilisation, on s'est rendu compte que c'était le minerai de sang de la RDC. Qu'on soit en sécurité ou pas, le monde continuera à profiter de ce que la RDC représente. Je vous rappelle, on a raté la révolution économique 2002, 2008, où la RDC avait la matière stratégique, sans compter des années passées avec Hiroshima et les autres, qui pouvaient nous rapporter. On n'était pas en situation de paix. Le monde a quand même profité de ça. Il ne faudra pas inverser, non. Ce n'est pas une priorité internationale. C'est une priorité congolaise. Et je dis congolaise. Parce que quel est cet État qui aimerait que la RDC soit dans sa posture de logique et que la RDC puisse imposer à tous celui qui vient pour pouvoir profiter de ces matières. Ils nous ont toujours torpillés à cause de ça. Mais nous avons le code minier qui fait... Et justement, c'est là où je vous dis, le code minier aujourd'hui est en train de payer, les gens payent des têtes à cause de ça. On se paye la tête de gens à cause de ces codes miniers. Des gens qui, pour avoir justement participé à l'élaboration de ces codes miniers ou à l'effectivité de ces codes miniers aujourd'hui, qui sont pourchassés. Est-ce qu'on a compris les enjeux? Donc évitons de croire que c'est une priorité internationale. Qu'on soit en sécurité ou pas, le monde profitera de ce que nous avons. Donc c'est une priorité congolaise. Et quand sur la question de la corruption, je crois que c'est tout à fait normal. Quand on reconnaît quand même l'apport des États-Unis au travers ses agences et les autres institutions de Bretton Woods, on comprend qu'il est important qu'on remue le couteau dans la plaie. La corruption, c'est aujourd'hui, je dirais, le plus grand mot au problème congolais. Ce qui fait que c'est devenu presque un phénomène culturel. Parce qu'on a l'impression que, c'est-à-dire la loyauté, c'est-à-dire relève du sacrifice de soi. C'est-à-dire les gens s'enrichissent librement et c'est devenu naturel. C'est-à-dire, ok, c'est comme quelqu'un, j'ai déjà vu quelqu'un qui arrive, ramasse l'argent sur la rue, va chercher son propriétaire et dit, oh, Abobongate, Azayuma. C'est-à-dire, vous comprenez, que c'est un problème qui est devenu presque culturel. Et il est important pour les États-Unis qui vont entrer en programme avec la RDC de nous rappeler, parce que, il faut dire vrai, ces gens-là, en termes de gestion, en termes de gouvernance, ils ont une expertise, ils ont une certaine expérience avérée, qu'on doit en profiter, s'ils veulent. Parce que, rassurez-vous, autour, je ne sais pas, il y a des entrepreneurs ici.
Personne ne vient mettre son argent quand il sait qu'il va travailler à perte. Non. Ce qui veut dire qu'ils apportent de l'argent, c'est vrai, ils vont gagner, mais le bonheur, c'est qu'il y ait une certaine orthodoxie dans la gestion. Et le plus grand problème dans la gestion, dans la gouvernance congolaise, c'est justement cette question de corruption. Et je crois que c'est tout à fait logique et normal qu'on nous le rappelle, parce que si on veut être cet État développé d'ici 2030, c'est pas un stress, tel qu'on le veut, c'est pas un stress. À cause de ça qu'il y a à chaque fois qu'on nous le rappelle, c'est dans des cadres assez officiels pour nous dire que non, voilà, c'est ça le problème, faudra le régler, et par la suite, les choses iront mieux. Et c'est pas mal que quand quelqu'un vous rappelle un tout petit peu ce que vous avez de mal pour pouvoir le corriger. Je ne pense pas que c'est un stress, et je crois qu'aussi, il ne faut pas rester dans les discours de chanter, parce qu'il faut dire aussi, il y a certains qui l'utilisent comme un moyen de pression ou encore des alibis pour pouvoir torpiller les choses. J'ai vu plus d'une fois certaines institutions imposer des choses en citant de problèmes, non, concussion, contusion, oui, mais le problème, c'est que vous venez aider, au-delà de simples questions de décaissement de fonds, il faut également aider en termes de gestion orthodoxe de ce fonds-là. Je crois que c'est la paire qu'on ne doit pas dissocier, et j'espère que cette fois, les États-Unis, dans cette relation assez aimable avec le chef de l'État, avec l'État congolais de surcroît, on sera dans des relations assez un peu plus franches qu'autrefois, et que les États-Unis pourront apporter justement cette expertise qu'on veut, pas venir faire et partir, mais que le Congolais profite également de cette situation. Non, mais puisqu'ils ont dit qu'ils vont soutenir la réforme de l'administration, et puis donc ça veut dire que quand il y a réforme... On est allé dans le projet PRAP, oui, mais après... Ouais, le projet PRAP, c'est parce que les politiques... Ils nous ont amené des gens qui venaient de l'extérieur. Écoutez, les gens qui venaient de l'extérieur, moi j'en connais quelque chose, parce qu'on a eu des séminaires, des ateliers avec ce genre-là. Ils étaient tous étonnés de se dire comment, qu'est-ce qui se passe, pourquoi votre gouvernement vient nous recruter pendant qu'il y a de la compétence chez vous. Sur ce plateau, j'ai vu un Tunisien qu'on nous a amené, on nous a présenté comme un technicien. Lorsqu'on a parlé matière, il a dit non, je vais appeler mon directeur technique, c'est lui le technicien, moi je ne suis qu'un sales, un commercial. Vous savez, vous voyez, ça, et puis les termes de référence, des recrutements, ce ne sont pas eux qui nous le donnent. C'est le gouvernement qui en produit, hein, quand même. Qu'on se le dise. Le gouvernement sait que Mike est capable de faire ça. Mais parce qu'il y a souci de corruption, il veut avoir une part dans ce marché-là. Il préfère appeler le Burkinabé. Est-ce que vous croyez que les Burkinabés sont plus intelligents dans la gestion que le Congolais? Partons de ce que Matata voudrait faire, créer une inspection d'État. Pendant qu'il y avait déjà l'inspection générale des finances, il y avait beaucoup de structures, il y avait la Cour des comptes, mais il a voulu créer. Vous savez quelle expertise il a cherché? Les Burkinabés. Lorsqu'il y a eu atelier ici à Sultani Hotel avec les professeurs Mabi Moulumba ainsi que l'inspecteur général des finances, mais les Burkinabés se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup à apprendre. Non, qu'ils avaient beaucoup à apprendre de ces institutions-là. Hein? Allez consulter Madame, moi j'ai une approche pour essayer un peu de renchérir ta pensée. C'est une façon de dire que ce qui s'est passé, heureusement que c'était au sommet de la médiocrité de ces 18 ans. Moi je suis très pratique. Ce qui s'est passé aujourd'hui, heureusement que nous tirons des leçons qui d'office, j'ose croire, au travers les services de monitoring, ils feront rapport à qui des droits. Parce que ce qui s'est passé en termes d'échecs, avancer de 3 pas, reculer de 10 pas, c'était la spécialité de cette gouvernance qui vient de passer il y a cela 18 ans. Raison pour laquelle, au nom de l'alternance pacifique, moi je pense, je me dis, étant politique, il faut donner la chance au chef de l'État. Nous croyons, nous espérons, maîtrisant des indicateurs, que là où il nous amène, que réellement nous n'allons pas tomber et que nous allons décoller. Aujourd'hui, au nom de la mondialisation, de la globalisation, on ne peut pas fonctionner seul. On a besoin des voisins. On a besoin de ces 9 voisins au travers les Grands Lacs. Nous avons besoin de la communauté internationale. Nous demandons maintenant, parce que moi aujourd'hui je suis venu que faire des demandes au chef de l'État. J'espère qu'il va m'écouter. Nous demandons au chef de l'État de s'imposer. Ça veut dire que, au nom de la mondialisation, quand on doit penser aux voisins, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Les pays est dans le chaos total. Le marché de l'emploi est maigre. Rien ne marche. Le pays est au coma. Parler de maigre, moi je dirais inexistant. Voilà. Moi j'ai la petite démédie, comme je disais avec mon candidat président à l'époque, Daniel Shekomba, le pays est dans le chaos total. Mais j'ose croire qu'en ce moment, avec la bonne volonté de Félix Tshisekedi, le pays est déjà sorti du coma. On a déjà trouvé une chambre donc,
il y a déjà amélioration du point de vue sanitaire, donc ça rassure que dans les jours à venir, après statistiques, les pays sortira de l'hôpital. Donc laissons un peu à Félix Tshisekedi sa lecture, son approche, mais les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, doivent comprendre que la République ne se constitue pas seulement du FCC cash. Non, non. Il y a aussi des indépendants. Il y a aussi la société civile. Il y a aussi les confessions religieuses. Tous nous sommes autour de lui, dans un seul unique but, accompagner la République qui est dans les besoins. Alors comment Félix Tshisekedi pense-t-il, monsieur Lenoir, se débarrasser de cette gangrène quand dans son entourage déjà pèsent des soupçons de corruption? Bon, écoutez, Félix Tshisekedi, il est venu trouver un système qui dépasse déjà son âge et son poids. Ça sera très compliqué. Mais tout commence par un. Non, moi je suis d'abord d'accord par rapport à la politique du chef d'État. Il fait déjà qu'il y a des enquêtes, il y a des arrestations. Ça veut dire qu'il y a déjà un pas. Tout commence par un. Avant d'avoir 100, on commence par un. Donc ça veut dire que la corruption, les chefs de l'État, garants des institutions, magistrats suprêmes, s'ils pensent qu'il doit créer une commission, là je rejoins la logique de Jérémy Longamolami qui dit que non, on doit faire recours à Luzolo Bambi. Il ne faut pas nous amener un conseiller spécial chargé de corruption, quelqu'un qui a fait 30 ans, 35 ans au Canada. Il ne comprend rien. Il comprend rien. Quelqu'un qui suit notre politique sur Facebook. Il n'a pas cette réalité. Il n'a pas ça dans la peau. Madame, on n'a rien contre la diaspora congolaise. Nous voulons une diaspora congolaise comme des Karl. Il est parti, il est 2 ans en Europe, 3 ans, 5 ans, il est à Kinshasa par rapport à un projet. Il vit les réalités. Oui, il a ça dans sa quelqu'un qui est sapé comme Maître Gims, avec des beaux costards. Aujourd'hui, à la présidence, tout le monde est bien parfumé. Mais nous vivons rien en termes de répondants. La question sur la corruption, c'est une question très sensible. Il est du devoir du chef de l'État de se choisir un digne fils du pays. Il y a Awa Yamboka. Oh, il y a Yebi Makamba Potote. Oh, il y a Yebi Rouage, il y a Cour des comptes, Inspection générale de la finance, comment fonctionnent les régies financières, comment fonctionne notre justice. Parce que notre justice là. C'est pas aussi. Permettez, madame, s'il vous plaît. Non, je me pose la question. De choisir quelqu'un, un local ici plutôt. C'est pas aussi. Madame, avec tous les respects, c'est le mois de la femme. Regardez-moi dans les yeux. J'ai manqué du pain pour mes enfants. J'ai manqué les transports. As-tu déjà vu un homme en salle autostop na Congo Ezala? Au télémina coin, arrêt, même pas un franc, tu cherches un transport pour aller chercher chez Carl, pour aller voir Mike, à Lukelo à $10. J'ai manqué de crédits. La banque a refusé de me donner des crédits parce que je suis à la recherche de l'emploi pendant plus de 20 ans. C'est quelqu'un comme ça qu'il faut lui donner une telle responsabilité parce qu'il comprend les vrais soucis de la République. Ce n'est pas quelqu'un qui a vécu comme Michael Jackson au Canada, qui n'a manqué de rien. Chaque Noël est entouré de bonhommes de neige. Vous allez lui donner la commission chargée de la corruption. Mais il va adorer encore la vie x10. Parce qu'il vient déjà d'une vie aisée. Aujourd'hui, les chefs de l'État ne peuvent pas que faire confiance à la diaspora. Il doit apprendre à faire confiance à nous. On voit ce qui se passe dans sa communication. Ils sont là. Vous avez les gens de la diaspora qui sont incapables de rédiger une note technique. Voilà. Les chefs ne réfléchissent jamais. Est-ce que là, ils ont c'est à nous, les collaborateurs, de réfléchir. Les chefs apportent sa touche et c'est l'ego. Donc, bref, la question sur la corruption, comme disaient les amis, on peut faire appel à Luzolo Bambi, il est tout puissant, qui maîtrisait déjà beaucoup de dossiers pour les besoins de la cause, qu'on sache déjà par rapport aux 18 ans passés, on fait que la justice fasse son travail. Mais dans le passé, malheureusement, vous n'allez pas fouiner. Le chef de l'État ne fouine pas, c'est la justice qui travaille. Hein? Il y a différence entre fouiner personnellement et fouiner la justice. Moi, j'aimerais juste aborder dans le même sens pour enchérir. Moi, je parle. Il y a moyen de contourner cette vaste vague sale de corruption dans ce pays. Il y a moyen de bancariser. Et la bancarisation, par exemple, c'est des moyens techniques qu'on peut utiliser. Extension de la bancarisation à travers tout le pays. On peut numériser les services publics. Oui. C'est possible. Est-ce que c'est des moyens qui manquent à notre gouvernement ou c'est juste de la mauvaise foi? On se pose la question. Ça ne coûte que 15 millions. La seule ça ne coûte que 15 millions de dollars. La seule façon de... Tous ces systèmes-là, vous êtes sûr que ça ne va pas... Tout ce système-là ne coûte que 15 millions de dollars. On ne dit pas que ça va finir le problème parce que quand vous allez aux États-Unis, au Canada, la corruption existe. Mais au moins, nous pouvons récupérer, nous pouvons retracer, 70 à 80% de la gestion. Nous pouvons récupérer pour le bien-être des Congolais. Nous pensons que si, même à 100%, si nous ne pouvons pas arriver, mais si nous arrivons à 60 à 70% de récupération qui pourront peut-être être revirés dans le trésor public, je pense que aujourd'hui nous trimons par exemple pour atteindre 11 milliards de dollars
de budget, mais c'est honteux pour notre pays, pour un pays comme la pendant qu'il y a 15 milliards qui sont dans le coulage. Donc vous voyez, donc c'est juste utiliser les moyens légaux, techniques et légaux pour essayer de voir comment recadrer les choses et retracer les finances publiques. Donc je ne pense pas que ce soit de la magie, mais j'estime seulement qu'il faudrait, avec un petit peu de bonne foi, avec un tout petit peu de bonne foi, nous pouvons voir les priorités en termes de récupération financière et économique dans notre pays et mettre le moyen sur ces priorités-là et de voir comment récupérer cet argent, on en a besoin. Ouais, moi je donne à titre d'exemple le carnet des vaccinations. Vous savez que même les Libanais aujourd'hui commencent à produire ce carnet de vaccination et puis le vendre. Il nous suffit. Vous allez ici au niveau de Texafrica, il y a des gens qui vendent. Vous allez partout, vous allez au beach, à l'aéroport. Mais c'est de l'argent. Qui suit quand même la production de ce carnet-là? Est-ce qu'on a un numéro de... Qui suit les GoPass? Et voilà. Identification des entreprises privées. Vous savez combien d'entreprises de sous-traitance existent dans notre pays, mais qui ne sont pas identifiées, mais qui œuvrent et gagnent des contrats et des marchés? Où va cet argent? C'est des millions et des milliards de dollars qu'ils s'envolent. Il nous suffit. D'ailleurs... Vous avez dit tout à l'heure pour 15 millions. 15 millions. Vous numérisez le système de recettes. 15 millions seulement. Donc, Source jusqu'à... Oui, moi je suis technicien. Il y a un logiciel de chaîne de recettes qui suit à la DGRAT de la note de perception jusqu'à l'encaissement au niveau de la banque. Sauf que c'est au niveau de la banque où on ne vous accorde pas un accès. C'est au niveau des banques pour des raisons qu'on connaît. Mais au moins, on peut mettre à la disposition de l'État congolais des outils modernes pour bien contourner la corruption. Aujourd'hui, je l'ai proposé, j'ai dit, aujourd'hui, si au lieu de créer des embouteillages avec non, pas de saut de mouton, lorsqu'il y a contrôle de vignettes tout par, il me suffit de prendre le numéro de plaque d'un véhicule et de vérifier. S'il n'a pas payé, je le suis. Et c'est faisable. Nous avons... C'est faisable. C'est faisable. À travers le téléphone, maintenant, on sait détecter si une personne est sortie du pays, si elle a ramené le coronavirus. J'ai suivi ça hier sur une chaîne étrangère. Mais bien sûr. Oui, mais ça. Permettez, madame. Permettez, Mike, excuse-moi, je te prends des secondes. Permettez. Vous nous avez parlé ici à l'époque, la fibre optique. Wow, ça c'est de l'arnaque. Aujourd'hui, on a l'habitude de s'attaquer au Rwanda, le Rwanda. Mais aujourd'hui, Kigali, c'est la plus belle capitale d'Afrique, sauf à moins que je sois mal informé, Kigali. Non, c'est la capitale, oui. Ouais, je dis la capitale. Et puis les amis qui habitent à Goma, à Bukavu, ils bénéficient de la connexion. Nous, on nous a promis 10 gigas de fibres optiques. Oh, mon cher ami. Ils sont les mêmes ministres à l'époque, à 18 ans de médiocrité. Ils sont les mêmes ministres actuellement. Écoutez, mais plus grave encore, ils sont au cabinet du président de la République. Il y a de ceux qui sont les plus proches collaborateurs. Ça c'est revenu 2 fois. Je ne sais pas si vous voulez réagir dessus. Les années de médiocrité, c'est ça qui empiète sur ces années qui, apparemment, selon M. Lenoir, sont des années pleines d'espoir où tout ira bien. Ben non. Pourquoi me mettre mal à l'aise sur le propos de Timothée? Il assume, il sait ce qu'il dit. Maintenant, sur cette question-là, moi, je pense que s'il faut abonder dans ce sens, je dirais juste une chose, c'est que la meilleure des choses dans le principe de continuité de l'État, ce que nous on attend de Félix Tshisekedi, ce n'est nullement qu'il se réfère sur ce qui a été fait au passé. C'est-à-dire le problème, c'est de prendre ce qui a eu de bien et aller un peu plus haut. Et je l'ai toujours rappelé sur ces plateaux, la maladie de nos amis de l'UDPS, c'est que on corrige les erreurs par les erreurs. On dit non, nous on fait ça, vous avez fait ça, vous faites ça. Non, il n'y a pas de vous, ça. Ça c'est une maladie, en tout cas très congolaise. J'aimerais revenir sur la question de la corruption parce qu'on a évoqué le système. Oui, heureusement qu'il y a eu une phrase qui rattrape le chose, c'est qu'au-delà de la question de la numérisation, le plus grand problème chez les Congolais, c'est cette forte propension à l'informel. Le numérique ne peut exécuter qu'une personne surveillée ou qui est répertoriée, qui est fichier.
Et c'est là le plus grand problème. Si déjà au niveau de l'état civil, je ne suis pas sûr que l'État soit en Recensement. mesure de nous dire Un problème de recensement. Tu peux te marier dans 3-4 communes. C'est ça le plus grand problème. C'est ça le plus grand problème. Vous voyez? Et j'ai appris, M. Diana, que ça dépend maintenant des prix. Hein. Quand vous voulez qu'on célèbre votre mariage, juste votre couple, vous mettez un peu plus le paquet. Mais lorsque vous payez les frais normaux, comme affiché à la commune, là, vous vous retrouvez à 10 couples, 15 couples, on célèbre le mariage. Mais ça ne passe pas que ici, c'est partout, c'est comme ça. Quand vous voulez vous offrir, Oui, vous mais accaparer de l'officier oui, de l'état civil. Pas, mais est-ce que tout payez, cela soyez est conséquents. déclaré? C'est là le problème. Non, mais là, on travaille dans un autre débat, peut-être prochain. Donc, On a vu des gens se marier dans le bureau du je crois que le plus grand problème, c'est que seul avec le bourgmestre. dans notre système, Troisième, surtout quatrième dans mariage. dans la chaîne, dans les tissus économiques, surtout avec la question de fisc, le plus grand problème, c'est la répertorisation des différentes entreprises. Comme je dis, il y a une forte proportion à l'informel, ce qui fait que identifier les entreprises, identifier des gens rédevables à l'État, c'est ça qui est le plus compliqué. Sinon, les solutions qu'ils ont données ici, il y en a sur la table plus d'une fois. Il y a des gens, il y a même des intelligences qui ont conçu de programmes, de logiciels. Mais le plus grand problème, c'est qu'il faut d'abord commencer par avoir dans sa JBCR la liste de ces entreprises, de ces personnes qui sont rédevables à l'État congolais. Et je crois que ça, c'est un travail qui passe avant. Mais il y a un travail aussi le plus important, c'est que l'outil numérique n'est pas un gage à la lutte contre la corruption. Non, on a dit ça. Parce que Jérémy qui est technicien, c'est juste pour répondre aux assignations budgétaires. Exactement. Par rapport à un certain nombre de pourcentages. C'est là où je m'en vais dire que la corruption aujourd'hui, en RDC, a quitté l'aspect simplement fonctionnel, c'est devenu un problème structurel. Ce qui veut dire qu'on peut mettre des outils de mécanismes simples de gestion, mais la personne qui exécute la tâche, est-il en mesure de pouvoir faire tel que le principe l'exige? Ça, c'est encore un autre problème. Et je pense que il conclut en fait. Le plus grand problème maintenant, c'est qu'il y a aussi un problème d'homme. C'est pourquoi j'aime pas le discours de... Vous savez, s'il faut parler de la médiocrité en RDC, la médiocrité a commencé depuis la fondation de l'État. Le mensonge politique déjà autour de l'indépendance. Dès que vous serez indépendant, vous aurez les maisons de blanc et puis vous vivrez aisément. C'est-à-dire le rapport entre gouvernant et gouverné, c'est-à-dire la communication n'est pas vraie. Ce qui fait qu'il y a eu entorse au niveau de la société. On comprend mal la gestion de l'État, on comprend mal le fonctionnement de l'État, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'homme, par instinct de survie, essaye de trouver un peu de voies et moyens pour pouvoir survivre. C'est de là qu'en vient le plus grand problème. Et déjà, quand dans une politique de gouvernement, le souverain primaire n'est pas assez associé, ça c'est un principe de communication institutionnelle. Il y a 3 phases essentielles. Au-delà de l'information, au-delà de l'animation, il y a la mobilisation. Un peuple qui se sent plus acteur de l'action publique, c'est un peuple qui comprend facilement, qui agit dans le sens de l'État, et c'est comme ça qu'on forme des hommes d'État et des citoyens. Et ça, ce sont des problèmes d'ordre congolais. Oui, mais c'est le travail aussi de nos partis politiques. Justement, le travail de partis politiques. C'est le travail des partis politiques, mais en quelque sorte aussi, c'est un travail du système éducationnel de l'État. Donc, ce qui fait que cette corruption dont on parle, c'est devenu un élément complexe à différentes échelles. Et ça serait dangereux aujourd'hui de pouvoir les figer à un seul système. Parce que, je le dis toujours, les mêmes personnes aujourd'hui, surtout qui sont avec Félix Tshisekedi, nombreux sont des gens qui, autrefois, je me rappelle, un père en panne vert, dansaient, chantaient et autres. Donc, vous comprenez qu'au-delà de ça, sinon, on risque aussi de taxer Félix Tshisekedi. Non, le système, non. Le plus grand problème, c'est un problème d'homme. Commençons par changer l'homme congolais et on verra que les résultats, il y en aura. Commençons par changer l'homme congolais. Même Kabila a dit dans son plus grand regret. Non, mais Kabila ne pouvait pas changer l'homme congolais. Kabila était entouré de quelle catégorie de personnes? Non, mais il a dit c'était déjà une maladie. Son plus grand regret, c'est de ne pas pu avoir changé l'homme congolais. L'homme congolais, ce n'est pas les diables sur terre. Mais l'homme congolais, c'est pas dans... Il a tenté, et je crois que ces regrets de Kabila, nous le partageons tous. L'homme congolais, il n'avait pas la volonté est malade. L'homme congolais est compliqué. Non pas par sa volonté, voilà mais c'est parce que le système politique, depuis 2 années, a perverti l'homme congolais. On ne peut qu'évoluer d'abord, premièrement, par la volonté du chef. Si le chef est animé de bonne foi, le résultat sera visible. Alors, non, mais je ne pense pas qu'ici on remettra en question la volonté de Kabila de changer l'homme congolais. Cette question qui va clore ce sujet. La corruption et les détournements des deniers publics sous Félix Tshisekedi ont atteint leur apogée. C'est le constat que font plusieurs observateurs. Vrai ou faux?
Non, mais nous sommes en démocratie. Est-ce qu'on peut répondre par vrai ou faux? Madame, nous sommes en démocratie. Tout le monde est libre d'émettre ses avis. La bonne question. Madame, vrai ou faux? madame, Oui, ça moi je vais vous faciliter la tâche. Parce que là, comment dire, vous me posez une question avec beaucoup de diplomatie. Moi, je vais vous faciliter la tâche. Aujourd'hui, il y a cette histoire que vous appelez les FCC et CACH, dont Félix Tshisekedi n'avait pas le choix. Au nom de votre histoire des alternances pacifiques, tous ces blablabla, il faut faire une majorité. Aujourd'hui, Félix a composé avec les FCC. Ne vous en faites pas. Même si c'était les noirs chefs de l'État, j'allais toujours composer avec ceux qui sont majoritaires. Malheureusement, ceux qui sont majoritaires sont animés de mauvaises voix. Le mal, c'est l'autre. Non, le mal, c'est... C'est l'autre. Mais évidemment. Félix Tshisekedi, attendez, ça c'est mon point de vue. Nous sommes en démocratie. Bien sûr, Vous imaginez les chefs de l'État, garants des institutions, la première institution de la République, qui fait une déclaration pour dire qu'au sein du gouvernement, il y a des gens qui mettent les pots des bananes, enfin que les choses ne marchent pas. Vous savez, j'ai jamais été kabiliste, jamais je serai tshisekédiste, mais je pense que Félix Tshisekedi a un gros cœur. Parce que quelqu'un comme moi, je ne vous rate pas. Parce qu'aujourd'hui, si nous avançons des 3 pas et que nous reculons des 2 pas, c'est parce que les amis du FCC, moi j'aime être direct, ils sont animés de mauvaises foi. Qui ne sait pas que la Constitution définit la gratuité d'enseignement? D'ailleurs, Kabila était à la recherche de 15 personnes, il est parti, il n'a jamais trouvé. Ça veut dire que c'était impossible de réaliser, de concrétiser cette affaire de gratuité d'enseignement. Aujourd'hui, il y a la gratuité d'enseignement. Aujourd'hui, qui est le ministre titulaire? FCC PPRD. Avec quel état d'esprit? Est-il réellement disponible d'accompagner la vision du chef de l'État? Question mark. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est qu'il se retrouve dans une contrainte, c'est pas facile. Il faut être politique pour comprendre. Mais il n'est pas seul. Il faut lui dire ça. Il n'a pas besoin de la majorité du Sénat, moins encore du Parlement, surtout pas du gouvernement. Nous, les souverains primaires, nous sommes là. Comme disent les quinottes au tcha et bois. On ne va pas les lâcher. Alors, s'il faudra attendre qu'il y ait des bons résultats, c'est compliqué. Raison pour laquelle le chef d'État doit revenir à la case du départ. Comprendre que s'il a une force, c'est nous les souverains primaires. Nous attendons de lui une chaleur, une fraternité. Tous en ayant un contact permanent. Mais il y a trop de barrières vis-à-vis du chef de l'État et du souverain primaire. Vous savez que Félix Tshisekedi, depuis qu'il est chef de l'État, il n'a pas encore communiqué avec vous, la presse locale. Pas encore. Depuis qu'il est chef de l'État, 1 année et demie pratiquement, il n'a pas encore eu un tête-à-tête avec son public. Il y a un Monakint, Quinois. Ben alors, qu'est-ce qui bloque? Nous attendons. Parce qu'en fait, tous on ne sait pas aller au gouvernement, mais étant public, on peut dégager aussi des propositions qui pourra automatiquement accompagner la vision du chef. Parce que nous tenons à lui. Ces histoires d'amour avec les FCC, nous, ce n'est pas notre problème. Nous croyons à lui et nous allons l'accompagner parce que nous croyons à un avenir meilleur de cette nation. C'est votre mot de la fin alors. Alors, si vous voulez. Non, en fait, moi, j'aimerais juste intervenir ici à chaud pour dire que l'économie, la situation financière dans notre pays est appelée à changer. Nous avons des mécanismes qu'on peut mettre en place. Le président s'est engagé dans cette démarche-là. Nous avons la problématique de la péréquation, par exemple, qui doit, parce que le Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa, il faut voir aussi les provinces. Et moi, j'estime qu'on pouvait, par exemple, créer une péréquation locale dans les provinces, une caisse de péréquation où ils peuvent puiser à la source, mais c'est impossible pour d'autres provinces qui ne sont pas, parce qu'avec le découpage territorial, on a compris qu'il y a des provinces qui n'ont aucune ressource, qui dépendent essentiellement de ces réajustements. Donc, cette égalité, oui, justement, c'est pour créer l'égalité entre provinces et que ce développement soit donné, la chance de ce développement soit donnée à chaque province. Moi, je pense qu'il faut vraiment mettre un accent parce qu'on a tendance à parler de la RDC comme si c'était seulement Kinshasa. Il faut voir des provinces comme le Lomami et le consort qui n'ont pas de ressources. Le Lualaba, au moins, a des ressources minières et tout ça, mais on a des provinces qui ont du mal. Et je pense qu'à travers cette péréquation, ces provinces deviendront autonomes et pourront peut-être se trouver des moyens d'activité de redressement économique. Donc il faut mettre l'accent sur la péréquation et justement il y a cette assignation budgétaire qui revient parce que ces provinces peuvent aussi contribuer d'une certaine manière à renflouer les caisses de l'État pour atteindre ces assignations budgétaires dont nous avons tellement besoin pour le redressement économique de notre pays. Donc je pense que aider le président doit aller dans ce sens-là. Le gouvernement doit mettre le paquet et donner la péréquation à ces entités territoriales pour voir comment créer aussi la main-d'œuvre et aussi justement parce que cela est à la base de la création de la classe moyenne parce que ces provinces-là auront besoin de créer des industries et tout ça pour donner une main au gouvernement central. Oui. Moi, je dirais que je réponds d'abord à la
dernière question. Quand tu dis que la corruption atteint son apogée, je dirais que je ne pourrais pas dire non et oui, mais je voudrais vous dire seulement que ça se faisait peut-être il n'y avait personne pour dénoncer publiquement. Vous savez qu'il y a eu des histoires qui se sont passées, mais personne ne pouvait dénoncer publiquement par crainte des représailles. Aujourd'hui, on peut quand même dénoncer et sans avoir peur de représailles directes. Ça, c'est déjà bon. Parce qu'il y a des montants, quand Luzolo Bambi en a parlé, c'était 15 milliards. Hein. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore dénoncé 15 milliards. Hein. Et il y a des réajustements à faire, c'est peut-être plus de 15 milliards ouais, aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ce qui est vrai, avant, je l'ai toujours dit, on pouvait passer à une émission et sortir, être inquiété. Aujourd'hui, c'est cette avancée-là que nous saluons. Bon, moi je salue le... Bon, mais c'est pas comme c'était avant, hein, où tout le monde avait peur de passer dans une émission le soir, sachant que... C'est parce que les gens confondaient parfois liberté d'expression et outrage. Oui, bon. Il y a des amis qui débordaient, ça faut dire vrai. Voilà. Mais je me dis que faisons confiance au chef de l'État. C'est lui le concepteur de sa politique. On ne gère pas, ce n'est pas le peuple qui gère pour le chef de l'État, c'est le chef de l'État qui gère pour le peuple. Laissons-lui le temps de s'exprimer, de faire sa politique. Attendons-le au tournant après 5 ans. Nous allons le juger. Si on trouve qu'il a fait du travail pour lequel nous l'avons choisi, tant mieux. Si on trouve qu'il n'a pas fait, tant mieux. On se choisira quelqu'un d'autre pour faire ce travail-là. Mike. Alors, pour finir, je crois que sur cette question-là, j'aimerais déjà dire, s'il faut répondre à votre question, c'est qu'il est vrai, dans les entrefaites de ces problèmes, ces feuilletons au niveau de la justice, mais également les confusions qui règnent, certainement qu'il y a un sérieux problème, parce que quand ça touche déjà au niveau de la présidence, avec Félix Tshisekedi, qui est venu avec l'esprit de donner, c'est-à-dire un élan assez nouveau, surtout quand en parlant de la question d'état de droit, que le problème de corruption soupçonné naissent de la présidence de la République, c'est un élément à prendre avec beaucoup de pincettes. Je crois que l'idée que la justice, le fait que la justice est saisie du dossier, tout ce que nous on attend, c'est faire lumière sur ces questions-là, parce que en tant que Congolais, on n'a aucun intérêt à voir Félix Tshisekedi échouer. Le souci, c'est qu'il fasse son travail et il le fasse bien. Seulement, je le dis, le problème aussi, c'est qu'autour du chef de l'État, je ne vais pas prendre de gants, parce qu'il y a un sérieux problème des compétences. On ne devient pas ami du chef. Quand on remplit parmi le conseiller du chef de l'État, sur cette table, je mets ma main à couper, on ne la coupera pas. Personne n'est capable de citer 10 conseillers du chef de l'État qu'on connaît. C'est-à-dire la plupart des amis venus de la diaspora et autres, ce sont des métiers d'expérience. La gestion à l'État, je pense que ça, c'était une faiblesse. Il fallait de l'expertise et autres. C'est ce qui justifie aussi peut-être les quelques faiblesses constatées qui sont de tendance à ternir les ambitions et la volonté du chef de l'État. Ça, c'est un sérieux problème. Et le chef d'État a encore le temps. Il lui reste beaucoup de temps. Il peut recadrer le tir et surtout tirer les oreilles de nos amis. Mais en chutant, j'aimerais dire, depuis toujours, c'est que vous avez dit une chose qui est importante, c'est qu'il faut éviter de tomber dans le somnambulisme comme le Congolais l'aime. À chaque fois que ça ne marche pas, le mal, c'est l'autre. Hein, le problème, c'est qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi est au pouvoir, laissons Kabila vivre en paix. Maintenant, c'est l'ère de Félix Tshisekedi. Le problème, c'est qu'il ne faudra pas faire une fixette. Mais le seul problème, c'est que quand on parle de ça, si on va parler de la structure de l'État aujourd'hui, là où sortent les corruptions, c'est au niveau de la présidence. Au niveau du gouvernement, il y a eu quelques discussions, quelques indifférences en termes de points de vue en ce qui concerne la gestion. Par exemple, avec le ministre des Finances, je l'ai toujours dit, c'est quelqu'un qui a fait le succès d'Augustin Matata Ponyo. C'est un jeune homme. C'est un technocrate. C'est un technocrate qui maîtrise bien et qui ne se compromet pas. Donc, si vous venez avec des choses qui ne sont pas correctes, il vous le dira. Et dans ça, il ne faudra pas tomber dans les éléments de langage où le genre... Il ne faudra pas oublier le troisième homme qui profite justement de ces petits conflits pour tirer des éléments de langage et jeter de l'opprobre sur cette coalition qui est constitutionnelle. Kabila a fait son temps. Maintenant, j'aimerais ça le dire à nos amis de l'UDPS. Félix Tshisekedi n'est pas venu pour se comparer à Joseph Kabila. Kabila a fait ce qu'il a à faire. Maintenant, ce que nous, on attend, c'est qu'on ne tombe pas dans les comparaisons de méfaits de l'autre fois. Maintenant, c'est corriger ce qui a été fait, qui nous amène plus loin. Et c'est ce que nous, Congolais, on attend.
Et je vous dis que jusque-là, il n'y a pas de problème. Dans un gouvernement, en termes de gouvernance, il peut y avoir des divergences. Oui. Ce sont des formations politiques qui ont des projets. C'est un projet mis ensemble, le CACH et le FCC. Beaucoup, Donc il peut y avoir des problèmes. Il Oui, ne faudra pas trouver des éléments politiques pour torpiller cette constitution et cette alliance qui nous a permis de vivre une période post-électorale apaisée. Beaucoup m'ont promis des arbres. Le mea culpa pour JKK. Kabila fait son temps. Merci à vous. On n'a rien compris. Il a fait l'essentiel. Longue vie à Kabila. On n'a rien compris. S'il vous plaît. Merci à vous d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Vous allez la suivre en rediffusion à 15h. Et juste après, je vous laisse suivre le journal et je dis merci aussi à mes invités et au revoir. Merci, au revoir. Merci.